Donc, bonjour à tous. Donc, cette vidéo et celles qui seront diffusées prochainement sont mises à disposition par Clésia gratuitement en tant qu'organisme de protection sociale, santé, prévoyance et retraite afin de mieux vous accompagner justement dans cette période de crise sanitaire. Et donc, cette vidéo est l'un des éléments de cet accompagnement. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Amélie Marcassin, je suis psychologue et formatrice chez Workplace Options au sein du pôle santé au travail. Bonjour, moi je suis Carole Da Silva, psychologue au sein de Workplace Options également en tant que consultante santé au travail et formatrice. Donc, au travers de cette vidéo, nous allons aborder avec vous différents points. Le premier point que nous allons aborder est donc une introduction de votre métier justement de pharmacien qui se fera en lien avec le contexte sanitaire actuel. On verra ensuite en deuxième partie comment a évolué votre travail et vos missions justement dues à ce contexte particulier. Et enfin, en dernière partie, on vous délivrera des outils visant à vous préserver justement face aux risques qu'on aura évoqués dans les parties précédentes. Alors, nous vivons actuellement une situation inédite en lien avec une exposition permanente et chronique à une menace pour la santé et l'intégrité physique. Le Covid-19 évolue maintenant depuis janvier 2020 en France et cela, bien sûr, génère un contexte de peur et d'angoisse plus ou moins intense selon les individus. À cela s'ajoute la confrontation à de multiples inconnus et notamment principalement l'évolution du virus et du contexte sanitaire et ses conséquences économiques et sociales pour l'avenir. De par votre métier de pharmacien, évidemment, en officine, vous avez poursuivi et vous poursuivez encore votre activité professionnelle. Donc, à travers cette activité, vous êtes amené à recevoir des patients qui pourraient être potentiellement contaminés par le virus. Ces patients peuvent vous faire part de leurs inquiétudes. Donc, vous avez un rôle finalement social d'accompagnement qui se développe notamment autour d'un nouveau rôle qui est de rassurer les patients. À cela s'ajoute une gestion des stocks de matériels médicaux, comme par exemple les masques ou les gels hydroalcooliques, et évidemment sensibiliser les patients aux gestes barrières, mais aussi à l'utilisation finalement de ce matériel de protection. En parallèle déjà de ces activités, vous avez été nommé comme interlocuteur pour les problématiques de violence familiale. Donc ce nouveau rôle finalement vous amène à recevoir des personnes, à accueillir des personnes qui pourraient être sujets à ce type de difficultés et finalement qui viennent vous les apporter afin de vous les signaler. C'est encore un nouveau rôle qui s'ajoute justement à vos missions en cette période. Donc ici, nous allons voir les évolutions justement de votre rôle et l'impact que ça a pu avoir sur la représentation des relations sociales au sein justement de votre métier. Donc il existe plusieurs représentations maintenant finalement de la pharmacie. D'un côté, elle peut être vue par les patients comme un lieu de conseil, de soins, qui finalement participe à la préservation de leur santé. Donc une représentation plutôt positive, salvatrice. Mais également, de l'autre côté, il y a aussi une représentation de la pharmacie comme un lieu potentiel de propagation du virus, puisque des personnes potentiellement contaminées peuvent se rendre justement dans ce lieu. Donc il y a ces deux représentations sociales qui finalement émergent en même temps et qui peuvent parfois tirailler les patients, mais vous également, puisque d'une part, comme nous l'avons précisé, vous avez un rôle de conseil et d'accès aux soins finalement envers les patients, mais également ces mêmes patients peuvent aussi pour vous être source de propagation du virus. Donc vous aussi, vous pouvez être tiraillé finalement entre ces deux représentations-là de votre métier.
Il y a également donc un concept qui nous semblait important d'évoquer avec vous aujourd'hui, c'est celui de la dissonance cognitive. Alors la dissonance cognitive, c'est finalement lorsque nous ressentons un état de malaise ou de mal-être émotionnel, de par justement l'incohérence entre nos pensées, nos envies, notre volonté, et de l'autre côté, notre comportement. Et finalement, cette situation de malaise ou de mal-être, vous pouvez peut-être y être confronté. Je prends notamment l'exemple justement de ce rôle donc, de soins finalement et d'accès aux soins envers les patients, notamment par exemple lorsque les patients sont désireux d'acquérir du matériel de protection, par exemple du gel hydroalcoolique. Ça, finalement, vous avez une volonté de répondre à ce besoin. Et à côté de ça, il y a les possibilités, finalement, dont vous disposez. Peut-être que parce que vous avez effectivement donc, la gestion des stocks en nouvelle rôle et mission actuellement. Et ce nouveau rôle et mission que vous avez actuellement peut venir finalement contrer le premier rôle que vous avez qui est de permettre l'accès justement aux soins. Et donc vous pouvez être dans des situations difficiles, notamment à travers cet exemple, mais peut-être dans d'autres exemples également, voilà, est en difficulté par rapport à ces situations et à ce tiraillement finalement qui peut exister. Alors, dans ce contexte de difficultés potentielles, de tensions éventuelles, vous, en tant que pharmacien, vous avez pu vous retrouver face à des demandes particulières, parfois insistantes, parfois même irrationnelles, de patients en état de stress, de peur ou même de panique, avec dans le même temps des pharmacies qui devaient faire face à une pénurie de matériel, de masques, de gel hydroalcoolique, de thermomètres même parfois, ou à une obligation de régulation des médicaments et de gestion des stocks. Tout ceci peut entraîner ce que nous appelons des situations de frustration, agression potentielle. Par exemple, un individu qui se rend à la pharmacie pour obtenir un masque de protection et qui se retrouve dans l'impossibilité d'en acheter pourra ressentir de la frustration mêlée à d'autres émotions négatives liées, comme on l'évoquait, à la peur ou à un état de panique déjà présent. L'intensité de ces émotions négatives va bien sûr varier selon l'importance que l'individu va accorder à son objectif initial. Les émotions négatives, lorsqu'elles sont difficiles à contenir pour l'individu, peuvent s'exprimer par de l'irritabilité, de la colère, voire des comportements d'hostilité. Dans ces situations, il est important de garder son calme, de rester attentif sans interrompre, de demander des précisions et de clarifier la critique, de reformuler la critique dans le but de démontrer que les commentaires ont été bien compris, bien intégrés, de reconnaître les points valables et de répondre à la critique après avoir remis les choses dans leur contexte. En effet, dans ce contexte, il est important de se rappeler la fonction de soutien et d'aide qui est la vôtre en tant que pharmacien, et de distinguer ce qui relève donc de vos responsabilités, l'aide, le conseil, et ce qui ne relève pas de vos responsabilités, les décisions de l'État, à la fois pour diminuer également votre état de stress que vous pourriez vous également ressentir et retrouver le bon positionnement pour soi, mais également face aux patients. Donc on l'a évoqué tout à l'heure, donc l'écoute et l'accompagnement des patients en difficulté donc, fait partie de vos missions. Également, donc, vous pouvez recevoir donc, des personnes qui se pensent contaminées ou qui peuvent être contaminées par le virus et qui sont sujets à certaines inquiétudes, mais aussi donc, des personnes qui pourraient être victimes de violences familiales. Donc, évidemment, ce n'est pas un exercice qui est facile, c'est un échange qui est particulier, qui n'est pas anodin et qui peut être source de difficultés. Il est d'abord donc source de difficultés évidemment donc pour le patient qui vient vous apporter son vécu qui est douloureux, qui est chargé émotionnellement, mais cet échange peut être également donc source de difficultés pour vous puisque vous êtes amené
à recevoir finalement cette charge émotionnelle, à l'accueillir et ça peut également donc vous-même vous mettre en difficulté, vous pouvez vous sentir démuni face à cette situation et également avoir un impact émotionnel qui émerge en vous, donc des émotions négatives qui émergent donc suite finalement aux difficultés qui sont évoquées par le patient. Dans ce type en tout cas de mission, il convient en tout cas d'avoir une approche qui est particulière et d'adopter des stratégies visant à se préserver. Donc c'est évidemment ce que nous allons développer ici. On va aborder de manière spécifique les situations de deuil. La confrontation à une situation de deuil dans ce contexte peut concerner bien sûr les patients qui viennent à votre rencontre en pharmacie, mais également les pharmaciens eux-mêmes dans leur cadre professionnel notamment. Alors le deuil, qu'est-ce que c'est? C'est un processus de détachement qui est à la fois nécessaire, bien qu'il puisse être long et douloureux. On essaye de s'adapter à la perte, au manque. On distingue le deuil dit normal du deuil aigu qui lui se présente lorsqu'on fait face à un décès, à une perte suite à un décès brusque, inattendu, auquel nous n'avons pas eu la possibilité de nous préparer, comme c'est le cas par exemple en situation suite à un accident ou bien sûr dans le contexte que nous rencontrons actuellement en lien avec le Covid-19. Le travail à engager de deuil est de ce fait plus long et plus coûteux pour les individus dans ces situations. Mais encore une fois, il s'agit d'un processus normal et nécessaire. Il passe par différentes émotions représentées ici dans la courbe du deuil et qui permettent de se rendre compte des étapes émotionnelles par lesquelles nous passons, que nous traversons dans ces situations, le déni, la colère, la dépression, pour aller finalement vers l'acceptation de la situation. Rappelons enfin que lorsque nous sommes confrontés à une situation de changement brusque et important de nos habitudes de vie, comme c'est le cas actuellement, bien sûr, ces émotions ressenties sont moins intenses. J'insiste sur ce point. La perte, le manque est moins intense. Pour autant, le processus émotionnel par lequel nous passons est similaire à celui d'un deuil. Nous pouvons donc également éprouver, ressentir ou observer bien, des émotions de colère ou de tristesse qu'il s'agit de remettre en lien avec le contexte que nous vivons actuellement dans la continuité assez proche de cette courbe de deuil que nous présentons également ici. Donc ici, nous allons vous présenter donc, des stratégies finalement qui visent à se préserver. Donc la première stratégie est finalement liée à la gestion d'un échange sensible. Il est important ici de distinguer donc 3 phases, la phase avant, pendant et après. Alors la phase d'avant consiste finalement à se préparer mentalement à être confronté à ce type d'entretien. Alors ça peut être un exercice qui est difficile, notamment lorsque la personne arrive au sein de la pharmacie, sans forcément que vous l'ayez vu arriver avant et que finalement vous n'avez pas pu vous préparer mentalement à cet échange, ou alors il peut aussi arriver parfois que vous ayez un échange on va dire normal avec un patient et qui finalement au cours de l'échange finit par aborder des problématiques qui peuvent être sensibles. Donc, lorsque vous sentez finalement ces problématiques sensibles arriver dans la discussion, ou lorsque vous voyez une personne qui a l'air chargée émotionnellement, on va dire, dans la pharmacie, ça peut être une personne qui a un comportement plutôt agressif, un peu colérique, ou alors une personne évidemment qui arrive en pleurs. Évidemment, il faut se préparer à ce type d'échange. Le fait de se dire mentalement que cet échange va être sensible et que cela peut être impactant, rien que de se dire ça mentalement permet finalement de se préparer à cet échange. Donc c'est important de poser les choses mentalement juste avant ou quand vous sentez justement qu'un échange sensible arrive.
Ensuite, donc la deuxième chose, donc c'est se rendre disponible physiquement et intellectuellement. Il est possible dans certaines officines que vous ayez un espace parfois à l'écart qui vous permettent de recevoir des patients permettant un échange, on va dire, plus confidentiel. Donc si jamais vous avez justement ce type d'espace, n'hésitez pas en tout cas à les solliciter et à en profiter lorsque les échanges sont sensibles justement pour permettre la bonne expression finalement du patient. Ensuite, dans la phase justement pendant l'entretien, donc il y a une structuration de l'échange que Carole vous présentera dans les slides suivantes. Il y a également quelque chose qui est extrêmement important, donc c'est la posture d'écoute active. Donc cette posture finalement vise à s'investir dans la discussion, dans l'échange avec le patient, déjà par notre comportement non verbal, donc déjà se tenir en face de la personne, établir un contact visuel, montrer finalement que nous sommes à l'écoute. Donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important puisque ça va permettre à la personne de se sentir écoutée et compris et lui faire comprendre finalement qu'elle a notre attention sur ce sujet qui est difficile pour elle. Il y a également donc un autre point qui est important, c'est le point de la posture empathique. La posture empathique vise à reconnaître les émotions de l'autre sans les fusionner avec les autres, avec les nôtres. Donc la reconnaissance de l'émotion de l'autre peut passer par des phrases, donc par du verbal finalement. Par exemple, je comprends que vous soyez en colère, je comprends que vous ayez peur, je comprends que vous soyez inquiet. Toutes ces phrases-là, finalement, visent à reconnaître l'émotion de l'autre et c'est important pour l'autre de se sentir compris et écouté. Néanmoins, comme je vous le disais, il est également important de ne pas fusionner nos propres émotions avec les émotions de l'autre et de distinguer les nôtres. Notamment lorsque vous êtes dans un échange sensible et que vous sentez une certaine émotion, une certaine charge émotionnelle monter en vous, n'hésitez pas à vous poser mentalement et à vous dire que ce sont les émotions de l'autre, que ce sont son vécu, et que son émotion et son vécu sont différents finalement des vôtres. C'est finalement cette posture-là qui va vous permettre de vous protéger justement de cet impact émotionnel. On a donc évidemment une phase d'après l'échange. Il est important, en tout cas, si vous avez ressenti justement ces émotions monter et survenir en vous, il est important de se poser après l'échange et d'essayer d'identifier les émotions que cela a fait émerger en vous. Donc, par identifier, je veux dire finalement nommer les émotions. Vous posez la question, est-ce que j'ai ressenti de la peur? Est-ce que j'ai ressenti de la colère? Peut-être que je me suis sentie coupable. Il y a énormément d'émotions qui peuvent survenir après un entretien ou pendant un entretien et il est extrêmement important finalement de les poser et de les identifier. C'est ça qui va vous permettre de prendre de la hauteur finalement par rapport à ces émotions. Et donc évidemment, si vous avez besoin après l'échange et si vous le pouvez, prendre un temps, ne serait-ce que voilà, pour boire un verre d'eau, aller prendre l'air, juste pour essayer justement de poser ces émotions avant de reprendre votre activité, le cours de votre activité de travail. Donc c'est tous ces éléments-là qui finalement vous permettent de prendre du recul et de vous préserver de la charge émotionnelle des échanges sensibles.
Alors bien sûr, dans vos métiers, vous avez acquis l'expérience et des compétences pour gérer les situations d'échange sensibles avec des patients. Comme Amélie l'a précisé juste avant, votre rôle a évolué et puis surtout, le contexte est différent, est inédit, est particulier et source de tensions pour vous, mais également pour vos patients. Il apparaissait donc important de rappeler quelques grands principes dans l'accueil, l'écoute, la clarification et le moment de clôture de ces échanges, prendre le temps d'accueillir par une écoute et une reconnaissance de l'émotion de l'autre tout en se préservant. On est dans l'empathie, je ne reviens pas dessus, ça a été présenté par Amélie. C'est pourtant une posture qui est essentielle parce qu'elle permet de se préserver tout en étant dans la bonne attitude vis-à-vis de la situation et de la personne qui est en face de soi. Donc pratiquer l'écoute active qui passe encore une fois par l'empathie, mais également la bienveillance, la disponibilité, la neutralité, la posture neutre, l'intérêt de ce que va dire l'autre se pose aussi par la reformulation et permet aussi de prendre du temps de repenser, de réfléchir à ce que l'on peut répondre dans des situations inhabituelles où on n'a pas forcément les ressources pour poser les choses directement, immédiatement, par son expérience. Contrôler le langage non verbal peut être intéressant, important, en tout cas y prêter attention à ses postures, à ses gestes, à son discours, mais également au volume et au rythme de sa voix, parce que ça parle beaucoup. Ça donne effectivement à parler de ses émotions, s'exprimer dans un langage clair, concis, précis. Et puis, si besoin, conseiller une orientation vers un relais, qu'il soit médical, institutionnel, associatif, au regard de la problématique exposée par le patient qui vient à votre rencontre. Il est d'autant plus important dans ce contexte de rappeler que d'autres acteurs existent et peuvent prendre le relais, peuvent prendre en charge ces situations, toujours respecter bien sûr la décision, se positionner dans une posture de conseil. C'est important pour soi, pour se préserver, pour répartir la responsabilité, puis aussi pour permettre la prise en charge adéquate, adaptée de la personne au regard de la problématique qu'elle vient vous exposer, et prendre un temps pour clore l'entretien, pour clore l'échange, parce que cet entretien, cet échange, ce qui a été livré a pu être difficile, coûteux et pour vous et pour la personne. C'est important effectivement de consacrer un temps nécessaire pour prendre le temps de terminer cet échange avec la personne. Un autre outil que nous abordons au travers de cette vidéo, donc c'est la communication assertive. Donc, la communication assertive est une manière d'exprimer son point de vue sans pour autant être dans la passivité, c'est-à-dire de vraiment poser les choses telles qu'elles sont, de poser son point de vue, ni non plus être dans l'agressivité, c'est-à-dire sans heurter finalement la sensibilité de l'autre. Donc, cette communication assertive déjà passe par plusieurs étapes. Comme je vous le disais, l'importance finalement d'identifier nos ressentis. Ces ressentis, finalement, le fait de les identifier va aussi permettre de contrôler finalement notre langage non verbal et notre posture. Et comme le disait Carole, il est important d'avoir un ton de voix qui soit clair, d'avoir un discours qui soit précis et surtout qui prenne en compte les faits. Donc les faits sont importants puisqu'ils permettent de ne pas tomber ni dans l'interprétation ni dans le jugement. C'est quelque chose qui sera important lors de vos échanges, notamment lorsque vous accueillez quelqu'un qui peut avoir un comportement agressif. Il est important de se centrer sur les faits pour justement, comme je le disais, ne pas tomber ni dans l'interprétation ni dans le jugement qui risquerait finalement de nourrir cette agressivité de la part de votre interlocuteur. Vraiment s'en tenir aux faits est quelque chose d'important qui permet de poser justement un cadre. Au niveau de la communication, donc, il y a également, donc, comme on le disait, les éléments du langage donc, non verbal, donc votre posture. Il est essentiel d'utiliser le je ou le nous plutôt que le vous. Le vous a tendance finalement à
plus être dans le jugement, alors que le je ou le nous a tendance à nous impliquer seulement nous-mêmes, ou alors d'impliquer l'autre avec nous dans la relation. Et ces éléments de langage-là vont être importants aussi pour apaiser la potentielle agressivité de votre interlocuteur. Vous pouvez aussi également communiquer vos besoins, par exemple en posant un cadre, en disant à votre interlocuteur que pour l'aider, pour l'accompagner justement dans son accès aux soins, vous avez besoin finalement qu'il reste calme et qu'il s'exprime calmement afin de mieux comprendre sa demande. Ça peut être également un outil voilà, de communiquer nos besoins pour reposer un cadre et finalement apaiser l'interlocuteur. Et également, comme on le disait aussi un peu plus haut, toujours les éléments d'écoute active et d'écoute empathique qui sont extrêmement importants, même dans les échanges qui peuvent être un peu hostiles. Ces attitudes-là aussi vont contribuer finalement à apaiser les tensions entre vous et votre interlocuteur. Pour prolonger ce que vous avez dit sur les situations potentielles de tension, on vous propose de découper ces situations en différentes étapes, différents domaines pour essayer de savoir y répondre, y réagir et surtout se préserver face à ces situations. D'abord, l'anticipation, elle permet de se préparer, autant que possible, de préparer les situations autant que possible qui peuvent être difficiles afin de limiter l'impact émotionnel que nous allons ressentir et vivre suite à ces situations. Lorsqu'on sent une émotion qui monte, que ce soit rapidement ou lentement, on a possibilité d'anticiper ce qui va se produire, ce qui risque potentiellement de se produire, différents scénarios possibles ainsi que des réactions prévisibles. Encore une fois, le fait de le poser mentalement permet de limiter les impacts émotionnels et de se préparer mieux, de prendre de la distance pour se préparer mieux à réagir. La diversion, elle consiste à différer ces réactions pour laisser le temps au cerveau, à la raison, de prendre la situation en main. À cet égard, la pratique d'une respiration profonde allège la pression. On peut aussi changer de sujet ou se concentrer sur autre chose, ou même, si nécessaire, prendre une pause, suspendre, finalement, nous retirer. En suspendant à un moment sa réaction, on peut plus facilement échapper aux réflexes conditionnés par le stress. Le désamorçage, ensuite, poser clairement ce qui se passe permet d'atténuer l'intensité émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Qu'est-ce que je ressens? De la peur, de la colère, de la tristesse. Les émotions violentes sont provoquées par la peur, y compris la colère ou la honte. En identifiant précisément cette peur, on vous l'a déjà dit, c'est important de le répéter parce que c'est essentiel dans ces situations-là. En se concentrant sur ces émotions, on peut parvenir à désamorcer notamment l'émotion violente et sa réaction. Et c'est précisément essentiel dans ce type de situation. Enfin, la dissipation, prendre du recul, relativiser les problèmes dans la mesure du possible, dédramatiser lorsque c'est possible également, dédramatiser les situations, permettre de se déconnecter pour ne pas succomber aux émotions violentes ou négatives. Il s'agit de transformer l'énergie émotionnelle en une action ou une réflexion constructive et en cela, effectivement, avoir la possibilité de verbaliser ce que l'on a ressenti apparaît tout à fait essentiel et nécessaire. Donc, en conclusion, je pense que c'est quelque chose qui transparaît justement à travers cette vidéo. La première chose, c'est déjà d'être attentif à soi en tout ce qui concerne en tout cas les émotions que nous pouvons ressortir, qui nous alertent finalement quant aux difficultés auxquelles nous pouvons faire face. C'est un élément qui est extrêmement important, surtout en cette période. J'attire également donc votre attention sur l'importance du soutien social également en cette période qui peut s'avérer donc un outil finalement extrêmement utile, puisque le soutien social permet de nous protéger du stress et de mieux faire face aux difficultés
que nous pouvons rencontrer. Donc ce soutien social, il peut se trouver donc avec nos proches, mais également avec nos collègues qui eux aussi finalement peuvent être soumis aux mêmes difficultés que nous. Donc, être attentif à ses collègues est un élément extrêmement important justement de ce soutien social. Il peut se représenter donc de diverses manières. Cela peut se faire par des moments d'échange lorsque l'un de vos collègues ou vous-même évidemment avez ressenti une certaine difficulté, lorsque vous avez une situation qui a été difficile à gérer. N'hésitez pas en tout cas, s'il est possible évidemment, de prendre un temps pour échanger, pour partager les difficultés que vous avez pu rencontrer et également vos émotions. Comme on l'a indiqué, il est important d'identifier ces émotions et de les poser. Et le fait d'en parler autour de soi avec ses pairs permet justement de les poser directement et de prendre de la hauteur par rapport justement à cette charge émotionnelle. Donc le soutien social est évidemment très protecteur, en tout cas en cette situation. Donc, nous vous remercions en tout cas de votre attention durant tout le long de cette vidéo. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez donc les indiquer à l'adresse mail suivante, donc formation@workplaceoptions.com. Merci de votre attention.